La première fois que nous leur avons montré les capacités d'une flotte humaine, j'étais là. Je n'étais pas le commandant. Je n'étais même pas un officier de haut rang. J'étais juste sergent artilleur à bord de l'ISS Resolute, et j'étais le meilleur observateur de la galaxie pour voir naître la peur. On les appelait le Dominion Javor, 42 espèces extraterrestres réunies sous la bannière de la conquête. Ils avaient traversé la moitié du bras d'Orion en 3 siècles. Ils avaient remporté chaque bataille. Ils avaient absorbé ou anéanti chaque ennemi rencontré. Et lorsqu'ils ont finalement frappé aux portes de la Terre, ils n'ont même pas déployé toute leur puissance. Ils pensaient que nous allions plier. Ils pensaient que les humains n'étaient qu'une petite espèce molle se cachant derrière une technologie que nous n'avions même pas inventée. Ils ne comprenaient pas que nous allions disparaître. Ils pensaient que les humains n'étaient qu'une petite espèce molle se cachant derrière une technologie que nous n'avions même pas inventée. Ils ne comprenaient pas que nous avions fait la guerre avant d'apprendre à marcher sur la Lune. Notre première flotte n'était pas massive. 12 croiseurs lourds, une poignée de destroyers et un porte-avions équipé d'escadres d'attaque. Ils étaient 8 fois plus nombreux que nous. Leurs vaisseaux étaient plus élégants, plus récents, dégoulinant d'une technologie extraterrestre qui avait des siècles de plus que les nôtres. Peu importe. Je me souviens encore du silence paisible qui a précédé le premier tir. On entendait notre propre respiration dans nos casques. Notre capitaine, assez âgé pour avoir combattu lors des rébellions d'Europe, se tenait là, telle une statue, à la table tactique. Puis il donna l'ordre, et l'enfer s'ouvrit. Les canons électriques du Resolute déchirèrent leur vaisseau de tête en deux avant même de nous verrouiller. Nos chasseurs grouillaient comme des frelons, se frayant un chemin à travers les flancs ennemis. Leurs boucliers n'étaient pas prêts à affronter des armes qui frappaient comme des météores à des vitesses relativistes. Et nous n'étions pas préparés à la facilité avec laquelle tout cela s'est produit. 30 minutes plus tard, la moitié de leur flotte était réduite à l'état de débris. L'autre moitié s'est enfuie. Pas de repli tactique. Ils ont fui. Ils ont laissé leurs morts, leurs navires endommagés. Ils ont tout laissé. Nous pensions que c'était la fin. Mais non, car lorsque leur haut conseil reçut les rapports de bataille, ils ne virent pas 12 vaisseaux de guerre humains. Ils virent un prédateur qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Une espèce qui ne se battait pas pour sa survie comme une proie, mais pour la victoire comme un tueur au sommet. Et le truc avec les prédateurs, ils ne s'arrêtent jamais. Je l'ignorais à l'époque, mais notre première flotte n'était qu'un coup de semonce. Le commandement en construisait déjà davantage. Plus gros, plus redoutables, 10 fois plus nombreux, et lorsque ces flottes furent lancées, la galaxie apprit que la peur se propageait plus vite que la lumière. Je n'ai pas revu la Terre pendant près de 2 ans après la bataille de la Porte d'Hadès. C'est ainsi qu'on l'appela plus tard, la Porte d'Hadès, car c'est là que l'enfer frappa le domaine Javor. Après cette victoire, nous ne sommes pas vraiment rentrés chez nous. Le commandement ne voulait pas de nous près de la Terre, pas alors que nous étions désormais la créature la plus dangereuse que la galaxie ait connue depuis des siècles. Nous sommes restés là, bas, dans le noir, patrouillant, chassant, recueillant le moindre renseignement sur les mouvements du Dominion. Au début, j'ai cru que les Javors reviendraient en force. Une cote de 8 contre 1 n'avait pas suffi. Bon, je me suis dit qu'ils joueraient 20 contre 1 la prochaine fois. Je m'attendais à ce que leur flotte déboule dans l'espace solaire, boucliers levés, armes à la main, déterminés à écraser les humains avant que nous puissions infliger davantage de dégâts. Mais elles ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, le Dominion est resté silencieux, pas seulement en retrait et en regroupement. Silence, silence de mort, comme s'ils avaient peur de se montrer dans le même secteur que nous. Nos vaisseaux de reconnaissance signalèrent des avant-postes abandonnés, des routes commerciales désertes et des relais silencieux. Ils fermèrent même certaines de leurs colonies frontalières, entraînant leurs habitants plus profondément dans l'espace du Dominion. C'est là que je compris. Nous ne les avions pas seulement vaincus, nous les avions effrayés. J'étais marine depuis plus de 20 ans, et j'avais appris quelque chose à mes dépens. La peur rend les gens stupides. Ils réagissent de manière excessive, prennent de mauvaises décisions, et si vous poussez juste comme il faut, ils s'effondreront sans même que vous ayez besoin de terminer le combat. Apparemment, les dirigeants de la Terre avaient retenu la même leçon. Pendant notre séjour, les grands cerveaux de la Terre étaient occupés. Les chantiers navals, qui avaient des contrats en temps de paix, fonctionnaient soudainement en 3 équipes, produisant des navires de guerre comme des usines en feu. Nos anciens chantiers martiens, autrefois trop lents pour répondre à la demande d'expansion, construisaient de nouveaux porte-avions 2 fois plus grands que le Resolute,
Luna Shipworks forgeait des cuirassés au blindage si épais qu'ils ne prenaient même pas la peine de concevoir des capsules de sauvetage, se contentant de canaux de sauvetage et de testaments. La plus grande surprise fut les anneaux de Saturne. Tout le monde les trouvait juste jolis à regarder, peu être un emplacement pour une étrange plateforme minière. Mais il s'avéra que la marine cachait quelque chose là, dans l'ombre, en orbite autour de Titan. Un quai de construction de flotte si gigantesque qu'on aurait pu y cacher la moitié d'une armada. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Lorsque les ordres furent donnés, notre petite force opérationnelle se rassembla à Titan. On nous avait rappelé, non pas pour nous reposer, ni pour prendre congé, mais pour rejoindre une mission plus vaste. Je n'oublierai jamais le spectacle que nous avons eu lorsque nous avons contourné cette lune. Les projecteurs du quai éclairaient le noir comme un lever de soleil. Et dans cette lueur, rangée après rangée, des navires de guerre étaient ancrés. Cuirassés, porte-avions, destroyers, croiseurs, tout le tralala. 10 flottes, chacune plus grande que celle que nous avions utilisée pour détruire Hades Gate. Ce n'était plus une marine, c'était une machine à extinction. Plus maintenant, c'était une machine à extinction. Nous avons accosté, et le vieux capitaine Renford a rassemblé l'équipage. Il ne faisait pas souvent de discours, mais quand il le faisait, on l'écoutait. Il ne s'agit plus de défense, disait-il. Il s'agit de mettre fin à la menace. Le Dominion pense que nous sommes une espèce qu'il peut intimider. Il pense qu'Hades Gate était notre meilleure chance. Ils ont tort. C'était juste nous qui frappions poliment. Maintenant, on va défoncer la porte. Il y eut un moment de silence. Non pas par peur, mais parce qu'on était en train de digérer la situation. La Terre ne préparait pas seulement une contre-attaque. Elle préparait une guerre à outrance. Le genre de guerre où la seule paix serait celle où l'un des camps ne serait plus qu'un souvenir. Une guerre acharnée. Le genre de guerre où la seule paix serait possible lorsqu'un camp ne serait plus qu'un souvenir. Et à en juger par l'acier dans le regard de Renford, ce souvenir allait être le leur. La préparation a pris des mois. J'ai eu tout le temps de parcourir les quais et d'observer ce que l'humanité était devenue en si peu de temps. Nos destroyers étaient désormais plus aérodynamiques, conçus pour la vitesse et la portée du combat au couteau. Les cuirassés ressemblaient à des forteresses mouvantes, hérissées d'une puissance de feu suffisante pour raser des continents. Les porte-avions étaient des cités flottantes, chacun transportant plus de vaisseaux d'attaque que le Dominion n'en avait déployé à Hadès. Le Resolute, quant à lui, a bénéficié d'une mise à niveau. Nouvelle batterie de canons électriques, système de défense ponctuel et un projecteur de bouclier expérimental. On ne se contentait pas de la réparer. On la transformait en quelque chose d'encore plus mortel. L'ambiance parmi les équipages était différente. Avant Hades Gate, il y avait de la nervosité, du doute. On se demandait si on n'avait pas les yeux plus gros que le ventre. Du doute. On se demandait si on n'avait pas les yeux plus gros que le ventre. Maintenant, c'était comme regarder des loups arpenter la route avant une chasse. Tout le monde savait de quoi on était capable. Tout le monde en voulait encore. La réaction du Dominion s'est fait jour. Apparemment, leur Haut Conseil avait tenu une session d'urgence lorsqu'il avait appris notre mobilisation. Certaines de leurs espèces membres appelaient déjà à des pourparlers de paix. D'autres voulaient lancer une attaque préventive avant le déploiement de nos nouvelles flottes. Mais leurs chefs hésitaient. Ils avaient vu ce qu'une douzaine de vaisseaux humains étaient capables de faire. Ils ne voulaient pas découvrir ce qu'une centaine était capable de faire. Cette hésitation fut leur première erreur. Lorsque les ordres de lancement arrivèrent, ils frappèrent les docks comme une décharge électrique. Les 10 flottes se mirent en mouvement simultanément. Cibles différentes, même objectif. Découper la frontière du Dominion et foncer droit au cœur de son territoire. Notre flotte 1 se dirigeait vers le corridor de Karun, une artère commerciale si vitale pour le Dominion que la prendre équivaudrait à lui couper l'air. D'autres flottes visaient les chantiers navals, les lignes de ravitaillement et les bases militaires. Le plan n'était pas seulement de gagner des batailles, mais de les briser en une seule campagne. Alors que nous franchissions l'ombre de Titan, les canaux de communication s'illuminèrent de bavardages de la flotte. J'aperçus les armadas s'étendre à perte de vue, chaque formation formant un mur d'acier et de puissance de feu. Un spectacle qui aurait fait se demander à la plupart des hommes sensés si nous n'allions pas trop loin. Mais nous n'étions plus sains d'esprit. Nous atteignîmes notre première cible 4 jours plus tard. La station de défense du corridor de Karun était censée être impénétrable. 3 kilomètres de blindage, 6 générateurs de boucliers, 30 tourelles lourdes.
Le Dominion y avait également stationné une flotte, 40 navires de guerre, la plupart aguerris au combat. Ils n'avaient aucune chance. Nos cuirassés arrivèrent les premiers, armes à feu. Le Resolute et ses frères se faufilèrent entre les arcs de tir ennemis, leurs canons électriques détruisant les nœuds de boucliers avant que le Dominion ne puisse réagir. Nos chasseurs grouillaient comme des abeilles furieuses, larguant des torpilles à plasma dans leurs carters moteurs. Je me souviens avoir visé l'un de leurs croiseurs lourds, voyant ses boucliers s'embraser et s'effondrer sous un feu nourri. Je n'ai même pas eu besoin de l'achever. Un autre navire de notre formation l'a déchiré en deux d'une bordée, avant que je puisse tirer à nouveau. La bataille a duré 10 à 7 minutes, 10 sept. Nous avons ensuite accosté à la station. Non pas pour la prendre, mais pour la dépouiller. Tout ce qui était utile a été chargé sur nos navires de ravitaillement. Tout ce qui restait a été souillé, de sorte que le Dominion ne pouvait plus le reprendre. Le message était clair. Plus rien de ce qu'il construisait n'était sûr. À la fin de la première semaine, les 10 flottes affichaient des victoires similaires. Les chantiers navals du Dominion étaient en flammes. Leur flotte de patrouille était en retraite. Le Haut Conseil était redevenu silencieux, cherchant sans doute à savoir quoi faire avant que nous n'atteignions leurs mondes centraux. Mais la peur est une maladie, et elle se propageait rapidement. Nous interceptions des conversations civiles venues des profondeurs de leur espace, des vaisseaux marchands se détournant des secteurs contrôlés par les humains, des colonies se préparant à des attaques qui n'avaient même pas encore été ordonnées. Certaines de leurs plus petites espèces parlaient ouvertement de se séparer complètement du Dominion. J'en voyais déjà la fin, pas en quelques jours ou semaines, mais à la façon dont leur empire tout entier commençait à s'effondrer sous le poids de sa propre paranoïa. Nous les déchirions sans même avoir à livrer chaque bataille. Et le meilleur dans tout ça, ce n'était que le début. J'ai participé à de nombreuses guerres, mais celle-là, était différente. Il ne s'agissait plus de survivre. Il ne s'agissait plus de défendre notre planète. Il s'agissait de domination, de s'assurer que la galaxie comprenne exactement quel genre d'espèce était l'humanité. Nous n'étions ni des proies, ni des alliés, ni même des rivaux. Nous étions ce qu'on ne provoquait pas. Si vous n'avez jamais mis les pieds dans la salle de guerre de l'ennemi, laissez-moi vous dire que ce n'est pas si différent de la nôtre. Oh, bien sûr, la salle du Haut Conseil de Javor était tout en murs d'obsidienne incurvée, en jeu de lumière scintillante et en garniture dorée à faire rougir un dictateur terrien. Mais l'ambiance, elle était familière. La peur est la même, quelle que soit l'espèce. Je n'étais pas là, pas en personne, mais nos agents du renseignement avaient intercepté une transmission en direct d'un de leurs propres relais du Conseil. Quelqu'un au sein du Dominion, quelqu'un de haut placé, nous informait. Nous n'avons jamais su qui était le responsable, mais j'aime à penser qu'ils avaient vu la porte d'Hadès et qu'ils avaient décidé de nous soutenir plutôt que de mourir avec le reste de leur empire. La vidéo est arrivée sur notre écran tactique une nuit, alors que le Resolute était encore dans le corridor de Karun. Nous étions en train de démonter une plateforme de défense lorsque Renford nous a fait rassembler dans la baie de communication. L'image s'anima. 12 silhouettes extraterrestres étaient assises autour d'une table en forme de croissant, chacune représentant l'une des espèces dirigeantes du Dominion. Elles ne se disputaient pas encore. Elles faisaient ce mouvement silencieux, les dents serrées, que font les politiciens juste avant un combat. Le grand chancelier, une grande brute aux écailles noires et aux yeux comme de l'argent en fusion, prit finalement la parole. Il fallait affronter la menace humaine maintenant. Nous avons trop attendu. Il fallait affronter la menace humaine maintenant. Nous avons trop attendu. Le corridor de Karun est tombé. Les fonderies de guerre de Vec sont tombées. Même les chantiers navals de Yuris. Il s'interrompit car l'un des autres, une créature à plumes au long bec crochu, frappa la table de ses serfs. Et à qui la faute? Vous avez insisté pour que nous nous retirions après la porte d'Hadès. Vous avez dit qu'il n'avancerait pas plus loin. À partir de là, la situation s'est rapidement dégradée. Les voix se sont croisées, les griffes ont gratté. L'un des plus petits conseillers, un être gélatineux enfermé dans une sphère de confinement, vibrait pratiquement en criant contre la barbarie humaine et la violence débridée. J'ai croisé le regard de Renford. Il affichait un sourire narquois. « Ils ne sont plus unis, murmura-t-il. Ils se fracturent. » Sur le fil, une nouvelle voix perça le brouhaha, plus faible mais plus tranchante, comme un couteau lentement tiré. « Assez. Ce conseil votera. Frappez maintenant avec toutes les forces disponibles ou engagez un procès tant que nous avons encore les flottes pour défendre notre cœur.
Le vote était partagé. La moitié voulait nous lancer toutes ses forces dans une contre-attaque massive. L'autre moitié parlait déjà de paix, même si le mot leur semblait empoisonné. Finalement, ils ont fait un compromis, si l'on peut dire. Ils lanceraient une contre-attaque, mais pas contre toute notre puissance. Ils choisissaient une flotte qu'ils pensaient pouvoir isoler et écraser, pour faire un exemple. Nous avons appris plus tard qu'ils nous avaient choisis. L'attaque a eu lieu 3 jours plus tard, alors que nous progressions plus profondément dans le corridor de Caron. Notre flotte avançait vite, trop vite pour qu'ils puissent se regrouper, mais ils devaient observer avoir trouvé une brèche. Tout a commencé par une coupure de communication. Nos canaux longue portée se sont bloqués. Puis nos éclaireurs avancés se sont éteints. Les canaux se sont bloqués. Puis nos éclaireurs avancés se sont éteints. Les capteurs du Resolute ont détecté des signaux fantômes, des signatures de moteurs juste à l'extérieur de notre réseau de détection, se déplaçant rapidement. Renford n'a pas paniqué. Il n'a même pas élevé la voix. Poste de combat. Formation Titane. Gardez les destroyers sur le cercle extérieur. J'ai couru à mon poste de tir et j'ai récupéré le flux tactique sur le cercle extérieur. J'ai couru à mon poste de tir et j'ai récupéré le flux tactique. Au début, j'ai pensé que les relevés étaient erronés. Il y en avait tellement. Navires capitaux, escorteurs, groupes de porte-avions. C'était la plus grande formation du Dominion que nous ayons jamais vue. Plus d'une centaine de navires de guerre. Et tous se dirigeaient droit sur nous. La première salve fut infernale. Leurs cuirassés arrivèrent, lançant des lances à plasma brûlantes, qui se détachaient sur le noir. L'un de nos destroyers, l'ISS Griffin, fut touché de plein fouet et explosa avant même qu'il puisse tirer un second coup. Les chasseurs affluèrent de leurs porte-avions, se faufilant entre nos lignes comme des guêpes furieuses. Mais voilà ce que le Dominion n'avait pas encore appris. Les humains ne s'effondrent pas dans les premières minutes. La voix de Renford résonna dans les communications, calme comme s'il lisait un bulletin météo. Riposter. Briser leur flanc gauche. Artilleurs. Visez les nœuds de bouclier et les carters moteurs. Faites-leur choisir entre bouger et rester en vie, et les carters moteurs. Les obliger à choisir entre bouger et rester en vie. Nous avons obéi aux ordres. Mes canons électriques ont verrouillé un croiseur Dominion qui tentait de se faufiler derrière notre formation. 2 tirs, et ses boucliers se sont effondrés comme du papier mouillé. Un 3e tir a ouvert ses moteurs en 2, projetant du plasma dans l'espace. Le reste de la flotte se battait comme des diables. Nos destroyers se faufilaient entre les lignes ennemies, larguant des torpilles sur leurs porte-avions. Les cuirassés lançaient des salves qui faisaient plier même leurs croiseurs lourds. Et nos chasseurs, odieux ces pilotes de chasse, transformaient le vide en un cimetière de débris ennemis. Malgré tout, les effectifs étaient mauvais. Nous avions commencé le combat en infériorité numérique de 3 contre 1, et malgré notre avantage au corps à corps, ils nous broyaient. Le Dominion ne se retenait pas. Il voulait nous enterrer ici, dans le noir, et exhiber nos débris à travers la galaxie comme preuve que les humains pouvaient saigner. C'est alors, juste au moment où nous risquions d'être repoussés, que le piège s'est déclenché. Voyez-vous, la flotte 1 n'était pas seule. Le commandement avait anticipé une tentative similaire du Dominion. 2 autres flottes humaines, les flottes 4 et 6, nous suivaient sur des trajectoires divergentes, juste assez loin pour éviter d'être repérés. Lorsque le Dominion attaqua, ils coupèrent net leurs attaques, se laissèrent emporter par l'inertie vers des positions de flanc, puis déclenchèrent leurs moteurs juste au moment où l'ennemi était pleinement engagé. L'effet fut biblique. Les flottes 4 et 6 arrivèrent en trombe, de directions opposées, armes prêtes à tirer. Leurs premières salves déchirèrent les rangs arrière du Dominion avant même que l'ennemi ne s'en aperçoive. Soudain, les chasseurs furent encerclés. Sur le Resolute, je braquai mes canons vers la confusion qui régnait dans leurs lignes arrière. Les vaisseaux du Dominion rompaient leur formation, certains se retournant pour combattre les nouveaux arrivants, d'autres tentant de fuir. Peu importait leur choix, les 2 se terminaient par une bordée humaine qui les attendait. Un à un, leurs vaisseaux capitaux périrent. Leurs porte-avions, des chasseurs isolés et ensanglantés, s'envolèrent en flammes. Nous déchiquetions leurs cuirassés comme de la viande. Le combat dura encore 40 minutes. À la fin, le vide était couvert de débris et de carcasses à la dérive. Sur la centaine de vaisseaux qu'ils nous avaient lancés, moins de 20 s'en sortirent vivants. Nous n'avons pas perdu un seul vaisseau capital après le Griffon. Quelques destroyers et frégates,
Quelques escadrilles de chasse, certes, mais le cœur de notre flotte était intact, et nous venions d'anéantir leur meilleure chance de renverser la situation. Plus tard, par communication, nous avons capté d'autres conversations interceptées à l'intérieur du Dominion. Apparemment, le grand chancelier lui-même se trouvait à bord d'un des navires en retraite. Il avait survécu, mais de justesse. Et maintenant, ses ennemis politiques tournaient autour de lui comme des vautours, l'accusant d'avoir sous-estimé l'humanité une seconde fois. Renford l'a dit sur le champ. Cette guerre est finie. Ils ne le savent simplement pas encore. Mais voici la vérité. Je pense que certains d'entre eux le savaient. Nous avions déjà vu à quoi ressemblait la peur. Je pense que certains le savaient. Nous avions déjà vu à quoi ressemblait la peur. Maintenant, nous voyons à quoi ressemblait le désespoir. Le Dominion avait pesé sur nous et avait constaté que ce n'était pas suffisant. Et quand un empire bâti sur la conquête découvre qu'il n'est pas le plus grand prédateur de la forêt, il commence à se dévorer lui-même. C'était ce qui allait arriver. Nous n'aurions pas à brûler leur monde. Ils le feraient pour nous. Nous ne leur avons pas laissé le temps de respirer. C'était désormais la première règle. Ne jamais laisser le Dominion se regrouper. Ne leur laisser jamais le temps de reprendre confiance. Nous avions appris quelque chose des prédateurs sur Terre. Une fois que votre proie se met à courir, vous la poursuivez jusqu'à ce qu'elle tombe. Le commandement avait changé de cap après l'échec de la contre-attaque du Dominion. Les flottes ne se limitaient plus au système frontalier. Nous pénétrions au cœur de leur empire, des pôles commerciaux majeurs, des chantiers navals plus anciens que notre espèce, des mondes fortifiés dont ils n'auraient jamais imaginé la chute. Et ils tombaient. Le corridor carin devint notre voie royale vers le cœur de leur ligne de ravitaillement. Chaque convoi intercepté, chaque station éventrée, était une nouvelle artère coupée. Nous n'avons pas tenu la majeure partie du territoire conquis. Ce n'était pas nécessaire. L'objectif n'était pas l'occupation, mais l'étranglement. Notre premier raid sur le monde principal eut lieu sur Vectar Prime. Notre premier raid mondial fut sur Vectar Prime. D'après le briefing, c'était un joyau de l'industrie du Dominion. Des usines planétaires, protégées par un anneau de défense orbitale et une flotte de garnison de 30 vaisseaux capitaux. Il y a 1 an, j'aurais qualifié de suicidaire d'attaquer un tel engin. Aujourd'hui, après des mois de victoire, ce n'était plus qu'une cible parmi d'autres. La Flotin arriva en pleine puissance, abandonnant sa vitesse de vol si près de ses orbites que nous pouvions voir le soleil illuminer les tours à la surface. La flotte de défense s'avança pour les intercepter, mais elle était trop lente. Nos cuirassés fracassèrent leur formation dès le premier passage, les dispersant comme des débris dans une tempête. Nous n'avons pas pris la peine de les assiéger. Il ne s'agissait pas de prendre leurs usines. Il s'agissait de les en empêcher. Nous avons pilonné la surface, pas sans discernement. Nous avons ciblé leurs fonderies, leurs chantiers d'assemblage de vaisseaux et leurs réseaux électriques. Nos canons électriques ont percé le bouclier défensif de la planète. Et lorsque les barrières sont tombées, nos bombardiers se sont mis au travail. Frappe de précision, destruction froide et chirurgicale. La flotte du Dominion n'essaya même pas de défendre la planète après la première heure. Ils s'enfuirent. C'était leur nouveau schéma. Chaque fois que nous frappions l'un de leurs mondes intouchables, les défenseurs disparaissaient en moins d'une journée. C'était comme s'ils avaient perdu la bataille. Mais tous les membres du Dominion n'étaient pas prêts à sombrer avec le vaisseau. Nous avons commencé à recevoir des signaux de certaines de leurs espèces membres. Des offres par canal secret. Des messages codés se sont glissés dans le brouhaha des communications. Ils voulaient parler. Pas pour la paix, pas exactement. Pour faire défection. Les premiers furent les Uri, une espèce reptilienne qui avait été l'une des premières conquêtes du Dominion. Ils avaient fourni des navires de guerre au Dominion pendant des siècles. Maintenant, ils proposaient de nous céder leur flotte restante en échange de leur protection lorsque tout s'effondrerait. Le commandement était accepté, bien sûr. Nous n'étions pas dans le domaine de la clémence, mais nous comprenions l'influence. La flotte Uri nous rejoignit en 2 semaines, nous offrant une 12aine de vaisseaux capitaux supplémentaires et un réseau complet de leurs anciens quais militaires. Leur défection provoqua une onde de choc dans tout le Dominion. Soudain, tout le monde se demanda qui serait le prochain à quitter le navire. La paranoïa du Haut Conseil s'emballa. Purge, test de loyauté, exécution. Le genre de luttes intestines que l'on sentait à des années-lumière. Notre prochaine frappe majeure eut lieu au Trosk Nexus, une station Nexus si gigantesque
qu'elle faisait passer nos plus gros porte-avions pour des remorqueurs. C'était le centre névralgique du Dominion pour la coordination des FTL dans le secteur. Sans lui, leur flotte ne pouvait répondre à nos raids sans rallonger leur temps de transit de plusieurs jours. Le Nexus était gardé par ce qui restait de leur élite, leurs vaisseaux de guerre blindés noirs, ceux qui avaient participé à toutes les grandes conquêtes depuis des siècles. J'avoue qu'une partie de moi pensait que ce serait enfin un vrai combat. Mais non, la bataille dura moins d'une heure. Ils avaient perdu leur avantage. Dès que nos escadrons de flanc les attaquèrent de deux côtés, leur formation s'effondra. Les canons du Resolute abattirent l'un de leurs dreadnoughts en 5 coups. Je revois encore l'explosion dans ma tête, une floraison éclatante sur fond de vide, suivie de la lente dérive d'un vaisseau qui avait terrorisé des centaines de mondes. Lorsque le Nexus est tombé, nous ne l'avons pas détruit. Le commandement avait d'autres plans. Nous avons éventré ses défenses et l'avons prise intacte. Il est devenu notre base opérationnelle avancée, une lance plantée au plus profond de l'espace du Dominion. De là, nous pouvions frapper n'importe où dans leur noyau en quelques jours. Plus nous allions en profondeur, plus la situation devenait étrange. Nous avons commencé à trouver des villes abandonnées sur des mondes du noyau. Des populations entières ont été évacuées sans combat. Des usines ont continué à tourner, des machines à l'arrêt, sans surveillance. À certains endroits, nous avons constaté des traces de luttes intestines. Les forces du Dominion tiraient sur leurs propres civils, probablement pour réprimer la rébellion. Nous ne sommes pas intervenus dans ces combats. Ce n'était pas notre mission. Nous n'étions pas là pour les sauver. Nous étions là pour gagner. Mais j'avoue qu'il y avait quelque chose de satisfaisant à les voir s'entretuer. Chaque coup de feu qu'ils se tiraient était un coup de moins dirigé contre nous. Nous étions à 3 mois de la campagne principale lorsque le Dominion tenta enfin une manœuvre désespérée. Ils appelèrent cela le protocole de récurage. Ils ont finalement tenté une stratégie désespérée. Ils l'ont appelé le protocole Scour. Nos services de renseignement en ont eu vent après que nous ayons déchiffré une transmission codée entre 2 amiraux de haut rang. C'était simple et brutal. S'ils ne parvenaient pas à contrôler un système, ils le brûlaient. Bombardement planétaire, destruction d'infrastructures, et même armes biologiques. Ils ne voulaient rien nous laisser d'utile. Le premier monde sur lequel ils l'ont essayé s'appelait Calvette, une planète minière. 3 milliards de civils. Aucune présence militaire réelle. La flotte 3 était en route pour s'en emparer lorsqu'elle a intercepté la flotte Scour. D'après ce que nous avons entendu, ils n'ont pas perdu de temps en négociation. Ils ont démantelé les vaisseaux Scour avant même d'avoir pu terminer le déploiement de leur charge. Sur 20 vaisseaux du Dominion, seuls 2 ont réussi à s'échapper. Après cela, le commandement fit du protocole Scour une condamnation à mort. Tout vaisseau du Dominion surpris en possession d'armes Scour était détruit à vue. Sans pitié. Cela ne les empêcha pas de réessayer. Le désespoir ne rend jamais plus intelligent. À ce stade, le Dominion n'était plus un empire uni. C'était un patchwork de factions éclatées. Certains voulaient se rendre, d'autres voulaient continuer le combat, quel qu'en soit le prix. Certains voulaient conclure des accords dans le dos du Conseil. Nous avons exploité toutes les possibilités. L'un de mes moments préférés fut l'interception d'une flotte du Dominion qui venait renforcer une garnison du monde noyau. À mi-chemin de la bataille, les vaisseaux d'escorte ennemis se sont retournés contre leurs porte-avions et les ont détruits de l'intérieur. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils avaient simplement fini de mourir pour le Conseil. Ils ont ouvert un canal en plein combat, nous ont annoncé leur repli, puis ont sauté dans l'espace lointain. Nous ne les avons plus jamais revus. Renford aimait dire que nous avions dépassé le point de bascule. Je pense qu'il avait raison. La guerre ne se résumait plus à qui possédait la plus grande flotte. C'était une question de volonté. Et la volonté du Dominion avait disparu. Volonté. Et la volonté du Dominion avait disparu. La seule question était de savoir jusqu'où le commandement était prêt à aller. Allions-nous nous contenter de détruire leur flotte, ou allions-nous rayer complètement le Dominion de la carte? La réponse est venue lors d'un briefing à huis clos sur le Resolute. Renford appela les officiers supérieurs dans le carré, verrouilla les coutilles et afficha les nouveaux ordres. Nous n'allions pas nous arrêter. La phase suivante était planétaire. Pas de raid, pas de frappe, des occupations, des mondes centraux seraient pris, des garnisons seraient établies, leur industrie serait mise à notre disposition. Nous n'allions pas nous contenter de les vaincre. Nous allions les dominer. Je l'ignorais à l'époque, mais cette décision allait changer le ton de la guerre. Les raids étaient impeccables. On frappait, on partait, on n'avait pas à subir les conséquences. Les occupations, elles ont mal tourné.
Et j'avais le sentiment que les choses allaient devenir encore plus compliquées que ce que nous avions prévu. Ils appelaient la cible Kailmoor. Ce n'était ni une planète forteresse, ni un chantier naval en espace lointain, ni une garnison prête au combat. Sur le papier, ce n'était qu'une autre planète centrale du Dominion, fortement industrialisée et peu militaire. Mais c'était notre premier véritable ordre d'occupation. C'était différent. Depuis des mois, nous sillonnions l'échine du Dominion à coups de raids éclairs. Frapper, détruire, avancer. Désormais, les ordres étaient simples. Prenez Colmore, gardez-le, pillez-le pour en extraire les ressources, et assurez-vous que le Dominion ne le reprenne jamais. Ça allait être une guerre terrestre. La flotte 1 a atteint l'orbite par une froide matinée. Au moins, c'était le matin pour eux là-bas. Nous avons détruit leur réseau de défense orbitale en quelques minutes. Leurs quelques vaisseaux capitaux n'ont même pas eu le temps de fuir. Les canons électriques du Resolute les détruisirent avant qu'ils ne franchissent la haute atmosphère. Depuis une orbite élevée, Kaelmor était magnifique. Des océans immenses, d'immenses continents verdoyants, des cités tentaculaires qui brillaient comme des joyaux au soleil. Mais la beauté n'a rien à voir avec la survie. La première vague s'abattit violemment. Des vaisseaux de débarquement chargés de marines, de marcheurs blindés et de suffisamment de munitions lourdes pour raser la moitié des pâtés de maison si nécessaire. J'étais avec la deuxième vague, chargée de sécuriser le quartier industriel sud de la capitale de Kalemor. Le largage fut difficile. Les tirs antiaériens n'étaient pas intenses, mais ils suffirent à illuminer le ciel comme une tempête. L'un de nos transports fut touché et s'enfonça dans l'océan. Aucun survivant. Le reste d'entre nous est arrivé à basse altitude, slalomant entre les tours jusqu'à l'atterrissage sur les aires d'atterrissage devant les usines. Nous avons rencontré de la résistance immédiatement. Infanterie du Dominion, blindés légers, fusils à plasma, et le genre de courage qu'on ne voit que lorsqu'on défend ses propres rues. Ils n'avaient pas le nombre nécessaire pour nous arrêter, mais ils n'essayaient pas de nous arrêter. Ils essayaient de nous saigner. Chaque coin était une embuscade. Chaque toit avait un sniper. Ils nous laissaient prendre un bloc, puis frappaient notre ligne de ravitaillement par derrière. Nous nous sommes battus pendant 20 heures d'affilée, avant même de pouvoir établir un périmètre. C'était le premier avant-goût. L'occupation n'était pas comme un combat de navire à navire. Là-haut, c'était propre. On ne voyait jamais les gens qu'on tuait. On voyait juste les débris défiler. Ici-bas, c'était différent. On a enfoncé des portes et trouvé des familles blotties dans des sous-sols. On a nettoyé des immeubles qui sentaient encore le petit déjeuner dans les cuisines. Nous avons vu les visages de ceux qui nous haïssaient. Ni des soldats, ni des politiciens, juste des civils à qui on avait dit que nous étions des monstres venus pour brûler leur monde. Et peut-être n'avait-il pas tort. À la fin de la première semaine, la capitale était bouclée. Les usines étaient sous notre contrôle, les ports sécurisés, le spatioport autorisé pour nos ravitaillements. Mais tenir une ville n'est pas la même chose que la posséder. Le Dominion le savait, les civils le savaient, et nous le savions. L'insurrection a éclaté presque immédiatement. Ils ne nous ont pas combattus de front. Ils n'y étaient pas obligés. Bombes sous nos routes de patrouille, assassinat de nos officiers de liaison, sabotage dans les usines. Une nuit, ils nous ont attaqués avec une série d'attaques coordonnées. Ont fait exploser 3 dépôts de carburant, ont abattu une équipe de relais de communication et ont placé des explosifs dans l'une de nos casernes. Nous avons perdu 23 lignes avant l'aube. La réponse du commandement a été aussi brutale qu'on pouvait s'y attendre. Renford a convoqué une réunion d'urgence au palais du gouverneur de Kailmoor. Aujourd'hui, notre commandement avancé. Il n'a pas pris la peine de s'asseoir. Nous ne sommes pas là pour gagner les cœurs et les esprits, a-t-il déclaré sans ambages. Nous sommes là pour sécuriser cette planète et la dépouiller de tout ce qu'elle a de valeur. S'ils veulent se battre, nous rendons la chose trop coûteuse pour y penser. Ordres de couvre-feu, de points de contrôle et de perquisition ont été donnés. Ratissage. Tout secteur où se déroulaient des attaques insurgées était soumis à la loi martiale. On nous ordonnait d'arrêter toute personne soupçonnée de collaboration, et l'arrestation ne garantissait pas toujours une mise en cellule. Certains jeunes marines sursautèrent à ces ordres. La plupart ne le firent pas. Nous étions tous engagés dans cette guerre depuis assez longtemps pour comprendre que la clémence n'était plus de mise. Les combats les plus acharnés ont eu lieu dans les bidonvilles du Sud, où l'armée du Dominion avait laissé des caches d'armes avant de se replier. Les habitants nous ont combattus là, bas, pendant 3 semaines d'affilée.
Ce n'étaient pas des soldats, mais ils se sont battus comme s'ils n'avaient rien à perdre. Nous avons fait appel à des marcheurs blindés pour nettoyer les rues. Ils ont apporté des lanceurs de plasma récupérés pour les neutraliser. Chaque fois qu'on les croyait acculés, ils se faufilaient dans les tunnels des égouts et remontaient 3 pâtés de maisons plus loin. Une nuit, alors que je dirigeais une patrouille dans ces tunnels, nous sommes tombés directement dans une embuscade. Ils s'étaient installés dans le noir, sans lumière, juste à la lueur de leurs fusils lorsqu'ils ouvraient le feu. Nous avons perdu 2 hommes dès les premières secondes. J'ai reçu un coup à ma plaque de blindage, j'ai brûlé la couche extérieure, mais je me suis arrêté juste avant mes côtes. Nous avons riposté par courtes rafales, utilisant les lueurs de départ pour les suivre. C'était un combat brutal et étouffant. À la fin, le sol était glissant, et l'air était si chargé d'ozone brûlé et de sang qu'on en sentait le goût. Nous avons commencé à utiliser des informateurs après cela. Kilmore comptait son lot de gens qui se fichaient de savoir qui les dirigeait, pourvu qu'ils soient payés. Quelques crédits, une promesse de nourriture, et il nous révélait où se cachaient les insurgés. Ça marchait parfois, d'autres fois c'était un piège, et on se retrouvait dans une nouvelle zone de mort. La confiance était une monnaie d'échange que personne ne pouvait se permettre ici. Au bout de 2 mois, le commandement central du Dominion renonça à toute tentative de reprise de Kael'mor. Il avait abandonné l'idée. Mais les insurgés ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, ils s'enhardirent. Un matin, ils attaquèrent la centrale électrique principale de la capitale. Ils firent exploser les générateurs, coupant l'électricité à nos postes de commandement, à nos casernes et à la moitié des quartiers civils. Les ordres de Renford étaient simples. Reprenez-la à tout prix. Nous y sommes allés avec tout le matériel nécessaire. Blindés, infanterie, soutien aérien. La bataille pour cette station a duré 46 heures. Nous avons perdu 38 marines, 3 walkers et 2 vaisseaux de débarquement avant de la nettoyer. Une fois la bataille terminée, nous ne l'avons pas reconstruite. Nous l'avons fortifiée. Chaque approche était minée. Chaque toit à portée de tir était rasé. Au bout de 3 mois, Kael'mor n'était plus la même planète que celle sur laquelle nous avions atterri. L'horizon était marqué de tours noircies. La moitié des usines étaient fermées ou fonctionnaient sous notre supervision directe. Les rues étaient désertes après le couvre-feu, et ceux qui y parcouraient marchaient les yeux baissés, sans nous croiser. Nous avions gagné, si l'on peut dire. Le problème, c'était qu'il ne s'agissait que d'une planète, d'une occupation. Le Dominion en comptait des dizaines d'autres. Si la guerre s'engageait dans une nouvelle phase, nous allions nous battre ainsi pendant des années. Certains hommes commencèrent à s'interroger, non pas à voix haute, hors de portée du commandement, mais dans des conversations discrètes dans les casernes. Nous nous étions engagés pour défendre la terre, pas pour réduire en miettes un empire étranger, une ville après l'autre. Pas question de réduire un empire étranger en poussière, ville après ville. Moi, je ne perdais pas de temps en question. Les ordres étaient les ordres. Mais, même moi, je les ressentais. C'était différent des victoires éclatantes dans l'espace. L'occupation vous trottait dans la tête. On ne pouvait pas tirer et oublier comme on le ferait avec un canon électrique en orbite. Ici-bas, chaque combat avait un visage. Et certains de ces visages sont restés gravés dans votre mémoire. Au moment où la flotte 1 fut retirée pour remise en état et repos, Kael'mor était sous haute surveillance. L'insurrection n'était pas terminée, mais elle saignait. Nous avons confié le contrôle aux forces terrestres de la flotte Sept, et elles continueraient à faire tourner les vis pendant que nous retournions dans le vide. Au décollage, j'ai contemplé la ville depuis le hublot du vaisseau de débarquement. De la fumée s'élevaient encore des bidonvilles du sud. Les patrouilles avançaient en formation serrée le long des avenues. Magnifique planète, pensais-je. Dommage pour les gens. Revenir dans l'espace après Kael'mor, c'était comme sortir d'un cauchemar et replonger dans un enfer familier. Ici haut, tout était redevenu simple. L'ennemi n'était qu'un point sur un écran, une forme dans le vide. Vous pointiez les armes, appuyez sur la détente et continuez votre route. Pas de visage, pas de civils, pas de cris dans les décombres. Mais la guerre nous avait transformés. Avant Kael'mor, la flotte 1 se considérait encore comme la pointe de la lance, aiguisée, propre, efficace. Désormais, nous n'étions plus seulement une arme. Nous étions une force d'occupation. Nous avions passé des mois à patrouiller dans les rues plutôt que dans les espaces ouverts, à affronter des civils effrayés plutôt que des flottes ennemies. Cela laissait un goût en bouche qu'aucune victoire ne pouvait effacer. On le voyait dans l'équipage. Les marines qui plaisantaient autrefois aux messes
mangeaient désormais en silence. Les pilotes qui se vantaient de leur victoire cessaient de compter. Même Renford, d'une stabilité irréprochable, avait une voix plus tranchante lors des briefings, plus courte, plus sèche, moins patiente. Ce n'était pas la fatigue. C'était autre chose, quelque chose de plus lourd. Nos nouveaux ordres étaient de pénétrer plus profondément dans l'espace du corps du Dominion, de cibler les principaux centres de flotte et, si possible, de forcer leurs dirigeants à négocier. Le commandement n'avait pas formulé cela comme une demande de reddition, mais tout le monde savait que c'était la direction à prendre. Le Dominion perdait des flottes plus vite qu'il n'en construisait. Leurs lignes de ravitaillement étaient rompues. Les espèces membres abandonnaient. Ce n'était qu'une question de temps avant que leur haute conseil doive choisir entre plier le genou ou mourir. Notre premier poste cible, Kael'mor, était les chantiers navals de Voskhar. Sur le papier, c'était le fleuron de leur industrie militaire. Une station circulaire de la taille d'une petite lune, hérissée de cales sèches, de fonderies et de berceaux de lancement. Les ingénieurs du Dominion y construisaient des navires depuis des siècles. Nous n'avions pas prévu de l'occuper. Nous allions la démonter, pièce par pièce. L'approche était classique. La flotte 1 quitta la FTL en formation serrée, cuirassée devant, porte-avions derrière, destroyers déployés en éventail pour l'interception. Le réseau défensif de la station fut instantanément activé. D'énormes tourelles à plasma se verrouillent sur nos vaisseaux de tête. Renford ne leur a pas laissé le temps de tirer. Batterie à fond. Concentrez vos tirs sur les groupes de tourelles. Bravo à Delta. Porte-avions, attaquez les escadrilles. La première salve de nos canons électriques a percé 3 de leurs tourelles principales avant même que le Dominion ne tire une salve complète. Les chasseurs s'en prenaient à leurs dispositifs de défense ponctuels, ouvrant des brèches pour permettre aux bombardiers de s'infiltrer. La station ne tomba pas sans bruit. Les navires de guerre du Dominion surgirent des cales sèches, se lançant dans le combat avant même d'avoir un équipage complet. Certains étaient si frais que la peinture de leur coque était encore humide. Peu importe. Nous les avons déchiquetés. Une fois la bataille terminée, les chantiers navals de Voskhar n'étaient plus que métal tordu et scories à la dérive. Nous avons laissé leurs débris en orbite, comme un monument et un avertissement. La victoire semblait vide. L'équipage n'a guère applaudi. Même les pilotes sont revenus au porte-avions sans leur arrogance habituelle. Ce n'était pas que le combat n'avait pas été satisfaisant, c'était plutôt qu'il n'avait pas été un défi. Le Dominion ne nous rendait plus coup pour coup, il mourait en morceaux. Certains vétérans plus âgés commençaient à murmurer qu'il y avait eu un excès de violence. Non pas par pitié, aucun de nous n'en avait plus pour le Dominion, mais par le simple calcul que nous n'avions être pas besoin de les écraser aussi durement. Le fait est que le commandement ne voyait pas les choses de cette façon. Plus le Dominion saignait, plus il en voulait. Le premier signe de reddition est apparu 2 semaines plus tard. Nous suivions un vaisseau courrier du Dominion dans le corridor de Carin, espérant qu'il nous mènerait à une autre flotte en retraite. Au lieu de cela, il a coupé ses moteurs et a diffusé un message radioélectrique directement vers notre vaisseau amiral. La transmission provenait d'un des envoyés secondaires du Haut Conseil. Il prétendait parler officieusement, sans l'approbation du chancelier. Le Dominion était ouvert aux discussions, disait-il, mais seulement si la Terre acceptait de stopper les attaques du monde du noyau. Renford demanda au Comtech de le couper à mi-chemin. Dites-leur que nous discuterons lorsqu'ils seront prêts à envoyer quelqu'un capable de signer la reddition. En attendant, nous continuons à attaquer leur monde. L'envoyé ne répondit pas. Le vaisseau courrier sauta en vitesse de surface et disparut. Après cela, ce fut un jeu de signaux contradictoires. Un jour, nous recevions un message intercepté du Haut Conseil, nous traitant de bouchers et jurant de ne jamais céder. Le lendemain, nous entendions les murmures d'un gouverneur de province proposant de faire défection en échange d'un havre de paix. C'était le genre de confusion que l'on rencontre uniquement lorsqu'un empire s'effondre au sommet. Pendant ce temps, la frontière entre soldats et conquérants devenait de plus en plus floue. Lors d'un raid dans le système VEC, nos équipes d'abordage ont découvert un cargo du Dominion chargé de vivres pour une flotte de réfugiés. Techniquement, les réfugiés n'étaient pas une cible militaire. Ils ne participaient même pas au combat. Le commandement nous a quand même ordonné de saisir les provisions. Les officiers de la logistique se fichaient de la provenance de la nourriture. Elle allait nourrir nos troupes sur les mondes occupés. J'ai vu l'expression du capitaine du cargo à notre embarquement. Grand, insectoïde, les yeux comme de l'or en fusion. Il n'a pas supplié, n'a pas lutté. Il est resté planté là pendant que nous vidions ses cales. Une fois la bataille terminée,
Il retourna dans les quartiers de l'équipage et ferma l'écoutille. Il ne la rouvrit plus. C'était la nouvelle guerre. Nous ne nous contentions plus de détruire des flottes. Nous privions les habitants du Dominion de tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Carburant, nourriture, eau, médicaments, tout était devenu une proie facile. Si cela empêchait leurs vaisseaux de se déplacer ou leurs usines de tourner, nous le prenions. Certains appelaient cela de la stratégie, d'autres de la cruauté. J'ai arrêté de l'appeler ainsi. C'était devenu la norme. 3 mois après le début de la campagne principale, le Dominion a finalement fait un pas public vers la négociation. Cela s'est produit après que la flotte 3 a pris le relais de Varon, un EFTL clé reliant la moitié de leurs bastions restants. Le haut chancelier en personne a diffusé un message sur les canaux ouverts. Il n'a pas prononcé le mot « reddition ». Il a parlé d'une cessation mutuelle des hostilités. Il voulait un cessez-le-feu, un gel des territoires et la reconnaissance de la souveraineté du Dominion sur ce qui restait de leurs mondes centraux. Rainford a regardé l'émission sans un mot, puis l'a fait repasser dans le carré. Ce n'est pas une offre, a-t-il déclaré une fois l'entretien terminé. C'est une tactique dilatoire. Ils veulent gagner du temps pour reconstruire ce que nous avons détruit. Le commandement ne mordra pas. Il avait raison. La réponse de la Terre arriva dans la journée. Pas de négociation avant une reddition totale et inconditionnelle. L'émission du chancelier se tut. La propagande du Dominion commença à nous traiter d'extinctionnistes. Être n'avait-il pas tort. C'est alors que le ton changea à nouveau au sein de la flotte. Certains officiers commencèrent à parler ouvertement d'anéantir complètement le Dominion, pas seulement de démanteler l'Empire, mais de l'effacer des cartes stellaires. Plus de monde noyau, plus de haute conseil, plus rien. D'autres avertirent qu'aller aussi loin ferait de nous les nouveaux tyrans. Peu importait. Ceux qui passaient les appels sur Terre avaient déjà pris leur décision. Nous n'allions pas nous arrêter tant que le Dominion ne pourrait plus se relever. La série d'ordres suivante en était la preuve. Frappe coordonnée sur tous les chantiers navals, stations relais et centres de commandement militaire restant dans l'espace du Dominion. Nous n'attendions plus qu'il s'assoie à la table des négociations. Nous allions prendre la table, la briser et en réduire les morceaux. La participation de la flotte 1 nous mènerait jusqu'aux confins de leur monde capital. Rainford n'a pas édulcoré la situation lors du briefing. C'est l'offensive finale. Ils n'ont plus rien à nous balancer, à part ce qui défend leur monde. Une fois cela éliminé, la guerre sera finie, d'une manière ou d'une autre. Et je me souviens avoir pensé que, d'une manière ou d'une autre, cela ne signifiait pas forcément que nous allions repartir en héros. Ils l'appelaient Veltar Prime, le berceau du Dominion, le siège de leur haut conseil, la planète qu'ils juraient qu'aucune flotte étrangère ne verrait jamais, et encore moins ne menacerait. Et maintenant, la flotte 1 l'observait par le hublot avant. Nous n'étions pas seuls. 3 flottes humaines s'étaient retrouvées aux confins du système de la capitale. Flotte 1, flotte 2 et flotte 6. Derrière nous, les restes des transfuges d'Eris et 2 autres factions dissidentes du Dominion nous soutenaient. Leurs vaisseaux bricolés grâce à la technologie humaine. Le Dominion savait que nous arrivions. On le sentait dans le silence des communications, dans la façon dont le système capital était hérissé de satellites de défense, de stations fortifiées et de champs de mines si denses que nos capteurs s'illuminaient comme si on avait dispersé des éclats de verre dans le vide. Ce n'était pas une nouvelle tuerie rapide, c'était leur Alamo. La voix de Rainford résonnait dans les communications de la flotte avant notre intervention. C'est le dernier combat, messieurs. Vous avez tous vu ce qu'ils font au monde qu'ils prennent. Vous avez tous enterré des amis qu'ils ont tués. Souvenez-vous-en. Aujourd'hui, nous les détruisons ou nous ne rentrons jamais. Le ton n'était ni bravade, ni même colérique. Il était froid et absolu. Le genre de voix qu'utilise un homme qui a déjà décidé que la seule issue qui vaille la peine d'être vécue est la victoire totale. Nous avons sauté les premiers jusqu'à l'extrémité du champ de mines. Les destroyers de la flotte 6 s'avancèrent pour dégager un chemin, éliminant les mines à coups de feu précis. Quelques-uns explosèrent prématurément, envoyant des ondes de choc dans l'obscurité, mais rien ne ralentit l'avancée. Une fois la première voie ouverte, les cuirassés s'élancèrent, leurs canons déjà chauffés. La flotte du Dominion nous rejoignit à mi-chemin. Que restait-il d'elle? Ils étaient encore nombreux. Mon Dieu, ils étaient nombreux. Des porte-avions, des croiseurs, des cuirassés et une poignée de cuirassés massifs que nous n'avions jamais vus auparavant. Des cuirassés et une poignée de cuirassés massifs que nous n'avions jamais vus auparavant, d'imposants blocs de blindage équipés de canons à plasma vertébraux capables de détruire un vaisseau capital d'un seul coup.
Mais nous avions quelque chose qu'ils n'avaient plus. L'élan. Le premier échange fut brutal. Le tir plasma du Dominion transperça la coque noire de l'un des cuirassés de tête de la flotte 2, creusant des plaies en fusion. Nos canons électriques et nos batteries de missiles répondirent à la demande, brisant les boucliers de 2 porte-avions ennemis et embrasant leurs ponts d'envol. Des escadrilles de chasseurs envahissaient l'espace entre les flottes, une tempête de fusées éclairantes, de traçantes et de débris en feu. Des pilotes périrent par dizaines des 2 côtés. Les communications étaient un fouillis d'ordres coupés, d'avertissements frénétiques et d'appels à la mort. J'ai braqué les canons principaux du Resolute sur l'un des nouveaux dreadnoughts. Ces boucliers étaient épais, mais les canons électriques les ont transpercés après 6 salves. Une fois le blindage exposé, nous l'avons ratissé de tirs concentrés jusqu'à ce que la coque se fende comme un os fêlé. L'explosion a illuminé le vide pendant 5 secondes. Pourtant, le Dominion ne s'est pas brisé. À chaque kilomètre parcouru, il se battait plus fort. La bataille s'est prolongée jusqu'à sa 3e heure, les flottes se faufilant et se percutant comme des combattants au corps à corps. La flotte 6 en a essuyé le plus gros. 2 de leurs porte-avions détruits, 3 cuirassés paralysés. Mais chaque vaisseau perdu nous faisait avancer vers Veltar Prime. À la 5e heure, nous avions détruit leur premier anneau défensif. Leur flotte se repliait vers le second, se regroupant autour d'un groupe de forteresses orbitales, ressemblant à des tours d'obsidienne déchiquetées, hérissées de canons. C'est alors que le haut-chancelier prit enfin la parole. La transmission toucha tous les canaux simultanément. Son image emplit l'écran. Grand, couvert d'écailles noires, ses yeux d'argent en fusion luisaient comme s'ils pouvaient traverser l'écran. « Humain, dit-il d'une voix rauque, vous croyez avoir gagné parce que vous avez massacré votre chemin jusqu'ici, mais vous ne mettrez pas les pieds sur Veltar Prime. R, c'est ici que vous vous arrêtez. Renford n'a même pas sourcillé. Vous avez eu votre chance de capituler il y a des mois. Maintenant, nous allons la terminer. » La mâchoire du chancelier se serra. Puis le canal fut coupé. Ils nous attaquèrent à nouveau, tous les vaisseaux restants du système. Plus de lignes défensives, plus de positions de repli. Juste un mur d'acier et de puissance de feu fonçant droit sur nous. C'était le chaos, des combats à bout portant entre vaisseaux capitaux, des opérations d'abordage tandis que les équipages désespérés du Dominion tentaient de paralyser nos vaisseaux amiraux de l'intérieur. La flotte 2 a perdu un autre cuirassé lorsqu'un croiseur du Dominion l'a percuté de plein fouet, déchirant les 2 navires dans un jet de débris en fusion. Nous avons donné notre maximum. Les destroyers de la flotte en ont détruit 2 porte-avions ennemis dans les 15 premières minutes de l'assaut renouvelé. Nos bombardiers ont bombardé leurs cuirassés comme des frelons, martelant leurs points faibles jusqu'à ce que les gros navires se vidant de leur sang. Pourtant, le coup s'accumulait. 1 heure après le début de l'offensive finale, nous avons percé leur dernière formation de flotte. Le vide entre nous et l'orbite de Veltar Prime était clair, à l'exception des forteresses orbitales. Renford ordonna à tous les canons à portée de concentrer leurs tirs. Les forteresses étaient robustes, leurs boucliers résistant aux premières salves, mais sous le feu combiné de 3 flottes humaines, elles tombèrent une à une. Lorsque la dernière forteresse se fendit, nous bénéficions d'une ligne dégagée vers la planète. C'est alors que le véritable choix s'est imposé. Le commandement sur Terre nous avait envoyé des ordres scellés avant la bataille, qui ne seraient ouverts que si nous en arrivions là. Renford les ouvrit sur la passerelle, l'air indéchiffrable tandis qu'il parcourait le texte. Puis il leva les yeux, ses yeux aussi froids que du fer. La Terre veut que nous glacissions la surface. Au début, personne ne dit mot. Puis quelqu'un, un officier subalterne, prit la parole. « Monsieur, c'est la capitale. Des milliards de civils. » Renford ne répondit pas tout de suite. Son regard parcourut la passerelle, nous observant tous. L'ordre était clair. Bombardement planétaire total. Aucun survivant. Aucune chance de reconstruire. Ce n'était pas un choc, pas vraiment. Tout le monde dans la flotte savait que des gens sur Terre souhaitaient l'anéantissement total du Dominion. Mais l'entendre à voix haute, ici, avec la planète en vue, c'était différent. La passerelle devint silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement des systèmes du Resolute. Ma main resta sur les commandes de tir, mais je ne les touchais pas. J'avais tué plus de soldats du Dominion que je ne pouvais en compter. Mais ça, c'était autre chose. Renford rompit enfin le silence. « Préparez les protocoles de bombardement, mais jusqu'à ce que j'en donne l'ordre,
nous cessons le feu. Personne ne protesta. Sur Veltar Prime, la vue orbitale montrait des villes scintillant sous les nuages. Même depuis l'espace, on pouvait en voir le tracé. Métropole tentaculaire, vastes complexes industriels, vastes espaces verts. C'était le cœur battant de leur empire. Le détruire anéantirait le Dominion, sans aucun doute. Mais cela graverait aussi nos noms dans l'histoire, ceux de l'espèce ayant commis un génocide pour vaincre. Le grand chancelier ouvrit à nouveau un canal, le visage crispé, la voix rauque. « Vous voulez ce monde? Alors prenez-le. Mais vous ne nous effacerez jamais. Si vous brûlez Veltar Prime, nous entrons votre espèce pour le restant de vos jours. » Renford ne répondit pas immédiatement. Je voyais bien le poids de cette décision sur lui. C'était le moment. Allons-nous appuyer sur la gâchette? Ou leur donner une dernière chance de se rendre? Voilà où nous en étions. 3 flottes en orbite, les canons braqués sur la planète natale du Dominion, le sort de milliards d'êtres humains tenant à un seul mot de notre capitaine. La passerelle du Resolute était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement des réacteurs et des impulsions occasionnelles des systèmes de visée se verrouillant sur de nouvelles coordonnées. Veltar Prime occupait la moitié du hublot, une masse océanique et continentale enveloppée de nuages ondulant lentement. C'eût été magnifique si l'on pouvait oublier ce qu'elle représentait. C'était le monde du trône du Dominion. Chaque ordre de conquête, chaque campagne d'asservissement, chaque massacre qui avait nourri leur empire avait commencé ici. Je ne l'appréciais pas, personne sur la passerelle ne l'appréciait. Mais la haine et le devoir sont 2 choses différentes. Et maintenant, ils se regardaient droit dans les yeux. Renford se tenait debout, les mains jointes dans le dos, regardant la planète comme un homme pesant une pierre dans sa paume, se demandant si elle vaut la peine d'être lancée. Il se tourna vers nous. « Les ordres du commandement sont clairs, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Ils veulent que Veltar Prime disparaisse. Mais je ne t'ai pas amené jusqu'ici juste pour obéir aux ordres sans réfléchir. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. On peut les achever maintenant, » continua-t-il. « Un seul ordre et ils sont finis. Mais on brûlerait des milliards de civils. Les livres d'histoire s'en souviendront. Et les survivants aussi, s'il en reste. Vous savez tous ce que cela signifie. Je le savais. Nous le savions tous. Le Dominion était brisé, mais la haine n'a pas besoin d'une flotte pour survivre. Tout ce dont elle a besoin, c'est de la mémoire. Si nous scellions la planète, chaque espèce survivante du Dominion porterait ce souvenir comme un couteau dans l'obscurité. Le regard de Renford croisa le mien un instant. Je ne hochai pas la tête, je ne secouai pas la tête. J'étais sergent artilleur. Mon travail consistait à tirer sur ordre, mais une part de moi espérait qu'il ne donnerait pas l'ordre. Le haut chancelier reprit la parole. Sa voix était plus rauque, dépouillée de la fierté qu'elle portait des heures auparavant. « Capitaine Renford, je vous l'accorde une fois pour toutes. Veltar Prime se rendra sans condition. Ma flotte se retirera. Nos armes seront mises hors service, mais vous épargnerez la planète. » Renford ne regarda pas l'écran. Il demanda simplement « Et si je ne le fais pas ?» Alors vous tuerez des milliards de personnes et vous créerez un ennemi indestructible. Nous enseignerons votre nom à nos enfants et ils enseigneront le leur, jusqu'au jour où nous pourrons vous le rendre pleinement. Et ils enseigneront le leur, jusqu'au jour où nous pourrons vous le rendre pleinement. Renford ne répondit pas immédiatement. Il coupa la communication et se tourna vers nous, canal ouvert pour toute la flotte. L'officier des communications acquiesça et la voix de Renford se fit entendre à tous les navires de l'armada. Ici le capitaine Renford. La capitale du Dominion est à portée de nos canons. Ici le capitaine Renford. La capitale du Dominion est à portée de nos canons. Le commandement nous a ordonné de la détruire. Le chancelier a offert une reddition sans condition si nous l'épargnons. C'est la décision. Soit on les anéantit, soit on les accepte, et on met fin à la guerre. C'est moi qui décide. Il marqua une pause. Le temps que chaque homme et chaque femme à bord de ces navires se penchent en avant, retiennent leur souffle. On accepte la reddition. Il n'y eut aucune acclamation, juste un soupir collectif dans la flotte. Du soulagement peut être, ou simplement la fin de l'attente. Renford rouvrit le canal au chancelier. « Transmettez votre reddition à notre vaisseau amiral. À la moindre résistance de votre flotte, au moindre signe d'armement, et nous vous exterminons. Compris ? Compris, dit le chancelier. Et pour la première fois, je le crus. La reddition arriva quelques minutes plus tard. Tous les vaisseaux en orbite ont désactivé leurs armes.
Les défenses terrestres de la planète ont été neutralisées. Le Haut Conseil a transmis une déclaration officielle reconnaissant l'autorité de la Terre sur tous les anciens territoires du Dominion. C'était fini. L'occupation était différente cette fois. Nous n'avons pas débarqué en conquérant. Nous avons débarqué en gardiens. Veltar Prime était trop précieux pour être brûlé et trop dangereux pour être laissé sans surveillance. Des détachements de marine se sont dispersés dans la capitale en formation serrée. La population n'a pas applaudi, mais n'a pas combattu non plus. Certains nous ont simplement regardés comme des fantômes errant en plein jour. J'ai traversé leur place centrale ce premier jour, à la lumière du jour. J'ai traversé leur place centrale ce premier jour, passant devant le monolithe noir qui marquait la fondation de leur empire. La plaque à sa base listait toutes les espèces qu'ils avaient conquises. Je me demandais si un jour une autre plaque nous nommerait. La flotte 1 est restée en orbite pendant 3 mois, tandis que les forces d'occupation verrouillaient la planète. Nous avons intercepté quelques petits soulèvements. Rien de grave. Le Dominion n'avait plus les moyens de résister, mais la paix n'était pas au rendez-vous. Nous avons vite compris qu'un empire de cette taille ne disparaît pas comme ça, il se fracture. De petits seigneurs de guerre s'élevèrent sur les mondes périphériques. D'anciens alliés du Dominion s'entretuèrent. Même parmi les dirigeants capitulés, des rumeurs de reconstruction circulaient, suffisamment discrètes pour ne pas attirer nos tirs, mais suffisamment fortes pour nous retenir. Lorsque la flotte 1 reçut enfin l'ordre de retourner sur sol, cela parut irréel. 2 ans de guerre, et maintenant, nous rentrions chez nous. Nous avons rejoint les autres flottes, vaisseaux abîmés et rapiécés par des dizaines de batailles, et avons fait le saut. Le retour sur Terre n'a pas été la parade que j'avais imaginée au début. Oh, il y a eu des célébrations, certes, mais elles étaient discrètes. Le peuple a vu la victoire. Nous avons vu le prix à payer. Certains membres de l'équipage n'ont même pas mis les pieds sur la planète. Trop de souvenirs, trop de visages de Kael morts, des navires de réfugiés, de tous les champs de bataille déserts que nous avions laissés derrière nous. Renford ne fit pas de discours. Il dit simplement « Vous avez fait votre travail. Vous êtes rentrés. C'était suffisant. » Des mois plus tard, les histoires officielles commencèrent à sortir. On l'appela la campagne des Dixflot, la guerre qui brisa le Dominion. Certains la qualifièrent de plus grand triomphe de l'humanité. Ils n'ont pas parlé des enfants que nous avons croisés dans les rues de Kael Moor, ni du capitaine du cargo qui s'est enfermé dans ses quartiers pendant que nous démantelions son navire. Ils n'ont pas parlé de l'hésitation dans le regard de Renford face à Veltar Prime, ni du silence qui a suivi sa décision. L'histoire n'aime pas le gris, elle préfère les victoires franches. Quant à moi, je suis resté. J'ai été promu. Il y avait toujours un autre déploiement. Des missions de maintien de la paix, la traque des seigneurs de guerre rebelles du Dominion, l'escorte de convois de ravitaillement vers les systèmes occupés. La guerre était finie, mais le travail ne l'était pas. Parfois, je passais devant une planète que nous avions frappée pendant la campagne, et je me demandais s'ils se souvenaient de mon vaisseau, de mes canons. Je me demande s'ils ont raconté à leurs enfants l'histoire des humains venus du néant et qui ont décidé de leur sort en un seul jour. Je crois que oui. Et c'est peu. Être ça, la victoire. Pas des défilés, pas des médailles, pas des fins nettes. Juste être celui qui reste debout quand les tueries cessent. La dernière fois que j'ai vu Renford, nous étions tous deux en orbite au-dessus d'un système périphérique, observant une petite colonie du Dominion céder le contrôle à un gouverneur local que nous avions soutenu. Il paraissait plus âgé, ses rides étaient plus profondes, ses cheveux plus gris, mais son regard était le même. Toujours froid, toujours aussi fixe. « Tu as déjà pensé à Veltar Prime ?» lui ai-je demandé. Il ne m'a pas regardé en répondant. Tous les jours. La galaxie appelait cela la paix. Mais pour ceux d'entre nous qui la combattaient, la paix n'était qu'un mot. Ce qui nous attendait était le calme. Et le calme ne dure pas éternellement. C'était la fin de la guerre et le début de la suite. Car si l'histoire m'a appris quelque chose, c'est que quelqu'un, quelque part, attend toujours de tester le prédateur suprême. Et quand ils le feront, j'espère qu'ils s'en souviendront. Une seule flotte a suffi à les terrifier. Puis la Terre en a libéré 10 autres.